urgemment la formation de personnalités moralement fortes et équilibrées. Il faut protéger l'homme dès l'enfance. Mon expérience démontre qu'il y a des lois de développement psychique qu'il faut respecter et suivre pour assurer la santé de l'esprit. Le monde entier doit se lever en défense de l'enfant, parce que de lui dépend le bien ou le mal de la société de demain. L'enfant représente la possibilité plus pratique de sauver et de faire avancer la civilisation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous n'aurez plus peur de répondre à la question. Avec sa méthode, Maria Montessori avait-elle raison ? Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une émission proposée aujourd'hui par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Jean-Christophe Francis et Audrey Guélil. La méthode Montessori date d'il y a plus d'un siècle, mais elle semble toujours particulièrement adaptée à l'époque actuelle, avec le culte du résultat et la valorisation de la compétition. Pourtant, mettre les enfants à l'abri de la pression d'apprendre permet de développer leur autonomie, leur curiosité et leur esprit de coopération. Et c'était justement l'ambition de cette femme que de favoriser cela chez eux, en faisant confiance au potentiel de chaque être humain et à l'envie spontanée d'apprendre. Tous les efforts qu'on a fait pour les enfants, ça a été pour l'hygiène physique, jusqu'ici. Nous avons commencé, je crois, un chapitre nouveau que c'est l'hygiène psychique de l'enfant dès la naissance. Nous avons eu au commencement des enfants de 3 ans jusqu'à 6 ans, qui nous ont fait des révélations vraiment touchantes, de pouvoirs inconnus dans l'enfant. Par exemple, leur possibilité de travailler sans se fatiguer, leur discipline spontanée, le sentiment social merveilleux qui venait d'eux. Tout cela nous a fait comprendre les choses, qu'avant 3 ans aussi, devait y avoir quelque chose qui devait être aidé. Maria Montessori, interrogée par Pierre Bertin en 1950. 2 invités aujourd'hui pour évoquer la figure de cette éducatrice. En direct de Rome, Martine Gilsoul, et en studio à Paris, Charlotte Poussin. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Vous avez rédigé ensemble l'ouvrage Maria Montessori, une vie au service de l'enfant. C'est aux éditions d'Esclade Brewer. Et vous êtes toutes les deux des éducatrices Montessori, et donc évidemment persuadées que Maria avait raison avec sa méthode d'apprentissage. Mais est-ce qu'il est possible de mesurer un petit peu l'apport de cette méthode sur le bien-être des enfants ? Charlotte Poussin, est-ce qu'on peut un peu évaluer cette méthode ? Je pense que oui. Personnellement, pour répondre à la question, je pense que Maria Montessori avait raison de vouloir que la société prenne conscience de l'importance sociale de l'enfant, qu'elle considérait comme le grand citoyen oublié. Et je pense qu'elle avait tout à fait raison pour répondre à cette première question. Et je pense que l'on peut-être pas prouver ni démontrer que la pédagogie Montessori est la meilleure. D'ailleurs, je pense pas que ce soit ça n'est jamais sain de dire qu'il n'y a qu'une bonne manière de faire les choses. Ce n'est pas très Montessori en tout cas comme façon de faire. Exactement. Donc l'idée n'est absolument pas de prouver que les autres manières de faire ne sont pas bonnes, mais beaucoup de personnes ont eu la démarche tout de même d'essayer de soutenir scientifiquement les grands principes de la pédagogie Montessori. Et il y a une femme qui s'appelle Angeline Stoll-Lilliard, qui est une chercheuse américaine en psychologie, qui a écrit un livre que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de co-traduire, et qui a passé donc une 20aine d'années à tenter de rassembler tout ce qui, en recherche en sciences cognitives, pouvait prouver les grands principes. Et le fait est que elle, scientifiquement, peut effectivement prouver que la plupart des principes, si ce n'est tous, de cette approche sont
positive pour l'enfant. Donc ça fait des enfants qui sont plus quoi? Plus autonomes, plus heureux même ou pas? Exactement, plus autonomes, comme vous le dites, plus heureux, et les qualités non académiques sont encore mieux prouvées. Les enfants apprennent tous à lire, quelle que soit la méthode, à moins qu'il y ait des difficultés 10 ou autres. Malin, les enfants finissent par lire. La pédagogie Montessori, il a été prouvé par des recherches plus récentes, notamment aussi en France, qu'elle est très efficace et qu'elle permet d'apprendre de façon précoce, ce qui est très positif pour tous les autres apprentissages. Mais voilà, dans tous les cas, on finit par lire. En revanche, les enfants qui apprennent avec l'approche Montessori sont plus épanouis, sont plus conscients de qui ils sont vraiment. Et c'est tout de même le grand but de la pédagogie et de l'éducation, c'est d'avoir des êtres qui ne se demandent pas pour la première fois, une fois qu'ils ont le bac en poche, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et si on a fait une année, 2 années chez Montessori, dans une école Montessori, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que vous parlez là d'un cursus entier Montessori? L'idéal, bien sûr, c'est un cursus entier. Là, il faut bien souligner qu'il y a des pays où ça existe, hein, même si en France, ça n'est pas tout à fait possible. Ça existe, vous voulez dire, davantage que chez nous? Oui, beaucoup plus. Par exemple, aux Pays-Bas, pays où Maria Montessori a vécu la dernière partie de sa vie, il y a des collèges et des lycées Montessori, dont certains sont publics, gratuits, c'est accessible à tous, et on peut passer son bac en étant dans une école Montessori. Donc ça, et leurs résultats sont exceptionnels. Donc ça, c'est effectivement aussi une preuve. Mais quand on n'a passé que 2 ans ou 3 ans, parce qu'idéalement, c'est tout de même mieux de faire un cycle complet, donc le cycle 3-6 ans, au minima. Donc oui, même si on repasse entre guillemets dans le système entre guillemets traditionnel, c'est tout de même un cadeau qu'on a reçu pour toujours, je pense, parce qu'il y a une certaine colonne vertébrale psychique qui a pu se développer et qui va permettre à l'enfant d'avoir confiance en lui à très long terme et d'être créatif, parce que c'est ça aussi la grande différence. Vous-même, est-ce que vous avez passé par ces écoles-là? Vous êtes enseignante, vous avez enseigné dans les écoles Montessori, mais est-ce que vous étiez élève aussi? Mais non, malheureusement. Et pourtant, vous avez l'air d'être une adulte parfaitement épanouie. Oui, encore une fois, ça n'est pas le seul moyen de l'être. Mais c'est parce que j'ai vraiment, je pense, déjà enfant, cherché ce type d'école pour moi, que je suis aujourd'hui en train de vous parler. Donc l'enfance a été le grand sujet évidemment de Maria Montessori. Martine Gilsoul, quelle a été son enfance à elle? Parce qu'évidemment, on a envie de savoir d'où elle vient pour ensuite inventer cette méthode révolutionnaire d'éducation. Quelle a été son enfance? Alors, Maria Montessori naît dans une famille où elle a été très choyée. Elle était fille unique. Elle est née en 1870. Et elle avait, je pense, elle a eu la chance d'avoir une maman qui l'a beaucoup suivie et qui était elle-même très cultivée. Et donc, qui a vraiment poussé sa fille à s'intéresser à tous les domaines de connaissances. Maria Montessori n'aimait pas l'école, petite. Donc, elle dit qu'elle n'étudiait pas vraiment, elle ne s'appliquait pas. Et elle était passionnée de théâtre. Et donc, elle passait les journées à l'école à inventer des pièces, à écrire des pièces de théâtre. Et elle aimait beaucoup réciter. Donc, elle s'est aussi inscrite dans une école de théâtre. Et puis, elle a compris, en fait, que bien qu'elle ait beaucoup de talent pour le théâtre, elle a compris que ce n'était pas ça sa voie. Et elle s'est mise à étudier. Et elle aimait beaucoup les sciences. Et donc, je pense que pour comprendre Maria Montessori, il faut vraiment avoir en tête que c'est avant tout une femme de science. Parce que souvent, on la présente comme une pédagogue. Et on réduit un peu son nom à la méthode Montessori. Mais je pense qu'elle a fait beaucoup plus que la méthode Montessori. Et elle-même disait, je n'étais pas et je ne suis pas une pédagogue. Alors on va revenir évidemment sur le fait qu'elle a été médecin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ses parents? Parce que la manière dont vous en parlez, là, Martine Gilsoul, on a l'impression qu'elle-même, elle avait déjà reçu une éducation assez montessorienne, en tout cas une éducation où on est très à l'écoute de l'enfant. Tout à fait, je pense que... Alors, on dit que son père était un ancien militaire qui avait beaucoup souffert. Il avait participé à la campagne pour l'unification de l'Italie avec Garibaldi, et donc il était peut-être un peu moins à l'écoute de sa fille, et il semblerait qu'il était aussi plus exigeant. Il ne suivait pas toujours, il ne voyait pas toujours d'un bon œil les désirs de sa fille. Par contre, sa maman, c'est clair qu'elle l'a toujours poussée à étudier, à donner le meilleur d'elle-même et à croire en elle. Mmh. En tout cas, c'est évident que le père aussi aimait énormément sa fille, puisqu'on a retrouvé un carnet où il consignait absolument tous ses progrès.
Oui, tout à fait. Mais il y a eu un moment où il y a certainement eu un froid parce qu'à l'époque, en Italie, si les femmes voulaient travailler, enfin pas seulement en Italie, mais elles ne pouvaient qu'enseigner. Et Maria Montessori a dit, je ne serai jamais enseignante. Et donc elle voulait, elle est passée par, donc elle voulait d'abord, elle était passionnée par la nature, et puis elle a voulu faire ingénieur, et puis médecin. Et là, il y a eu un moment de froid avec son père, qui après, quand il s'est rendu compte à quel point sa fille était brillante et qu'elle excellait dans ses études, a compris que c'était la voie de sa fille, et donc il l'a vraiment suivie, et il a suivi tous ses progrès. Et donc c'est vrai qu'il y a un livre où il découpait tous les articles de presse où on parlait de sa fille, et il y en avait beaucoup. Oui. Charlotte Poussin. Oui, ce que je voulais juste souligner sur son enfance, c'est cette particularité qu'elle a fait une école primaire dans une Italie où encore tous les enfants ne sont pas scolarisés, début du XXe, et elle a fait une école où il n'y avait que des garçons, il n'y avait que 2 filles, et il fallait même les enfermer pendant la récréation pour qu'elles ne se fassent pas chahuter. Et ça, c'était bien avant qu'elle soit confrontée à tous ces étudiants en médecine. C'était comme si elle était prédestinée à devenir une figure du féminisme en quelque sorte, par sa passion scientifique. Donc là, on parle de la fin du 19e siècle, dans une Italie qui est en train de changer, de se moderniser aussi, qui s'est unifiée. Est-ce qu'elle est portée, selon vous, Charlotte Poussin, aussi par ce mouvement un petit peu historique qui se passe en Italie de modernité ? Oui, bien sûr, elle est d'une famille moderne, libérale, cultivée, catholique, austère, avec une sorte de mélange de conservatisme et de pensée libérale. Il y a un scientifique dans leur famille aussi, qui était à la fois religieux et scientifique, mais bon, ensuite, le fait qu'elle soit vraiment apparentée à ce prêtre Stoppani n'est pas avéré. Le fait est que c'était un membre de leur famille de cœur. Elle l'a lu, et elle a eu elle-même, quand elle a écrit, toujours cette double nuance et ce double champ lexical à la fois spirituel et scientifique. Donc, seulement 2 filles à l'école où elle se trouve, une seule femme à l'école de médecine. C'est même la 3e femme à être entrée dans cette école de médecine. C'est aussi quand même quelque chose qui doit marquer profondément quelqu'un d'être comme ça la première femme à devenir médecin. Oui, ça doit être assez traumatisant, j'imagine, assez violent d'être amené à faire les dissections seul, parce qu'on n'a pas le droit de les faire en même temps que les hommes, d'être hué quand on rentre dans l'établissement. Mais elle a eu une force de caractère. C'était une femme fondamentalement courageuse qui disait aux hommes « Sifflez, messieurs, sifflez. Plus vous soufflerez, plus j'irai loin. » Elle avait tout de même une énergie, parce qu'elle était convaincue qu'elle était là pour remplir une mission qui la dépassait. Et donc elle endurait, et elle a fait énormément de sacrifices tout au long de sa vie, dans tous les domaines, mais bon, en particulier pendant ses années de médecine, qu'elle a pu suivre contre vents et marées, que ce soit le fait d'être admise, parce qu'il y avait quand même très peu de femmes en université, et encore en particulier en médecine. Ensuite, elle a fait le choix de la psychiatrie, ce qui était complètement incongru pour beaucoup, qui auraient toléré qu'elle soit éventuellement gynécologue ou pédiatre, mais le fait de se consacrer à la psychiatrie, c'était fou pour une femme à l'époque. Martine Gilsoul, sur la médecine comme une sorte de marchepied finalement à la pédagogie, qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, dès le début de ses études, Maria Montessori dit qu'elle est convaincue que la médecine a une mission sociale. Et donc il faut sortir la médecine des cabinets pour aller à la rencontre des personnes qui en ont le plus besoin. Et c'est la rencontre d'enfants. Donc à l'époque, les enfants étaient internés avec les adultes dans les hôpitaux psychiatriques. Et elle se rend compte en fait qu'ils n'ont rien à faire. Parce que la dame qui leur donne à manger dit « Regardez, dès qu'ils ont fini de manger, ils se jettent par terre, ils prennent les miettes. » Et Maria Montessori se rend compte qu'en fait, ces miettes de pain, c'est la seule chose qu'ils peuvent prendre en main. Et là, elle se rend compte que leur problème n'est pas tellement d'ordre médical, mais un problème d'ordre pédagogique. Et elle se rend compte en fait
de l'importance du travail, manuel. Je pense qu'elle est vraiment une des premières à nous donner une vision holistique du développement de l'enfant. Et une vision qui est presque anthropologique. On écoute une amie de Maria Montessori, Anne-Marie Gillet. Quand elle a voulu s'occuper d'enfants qu'on appelait à l'époque des idiots, elle est allée visiter une maison pour enfants retardés. Et la directrice lui a dit, vous allez voir, ils sont comme des bêtes. Ils se jettent sur les miettes de pain, comme des bêtes. Et justement, elle est arrivée tout de suite après l'heure du repas, et elle a vu ces enfants, à quatre pattes, ramasser les miettes de pain. Et elle les a bien observés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces miettes de pain? Vous croyez qu'ils les mangeaient? Pas du tout. Ils les pétrissaient comme de la pâte à modeler. Et ça a été un éclair pour elle. Elle a dit, mais ces enfants, ils ont besoin de faire quelque chose avec leurs mains. Et c'est de là que partit cette idée que le travail de la main construit l'intelligence, que c'est un besoin chez l'enfant. Anne-Marie Gillet, donc, qui était une proche de Maria Montessori, au micro de Francesca Piolo en 1993. Martine Gilsoul, il y a une histoire dans la vie de Maria Montessori dont on imagine qu'elle a été très très importante pour sa vocation et son rapport aux enfants. C'est qu'elle-même a eu un enfant, Giuseppe, Giuseppe, c'est la personne avec qui elle a eu cet enfant, Giuseppe Ferruccio Montesano. Elle a eu un enfant qu'elle n'a pas reconnu. Est-ce que vous pouvez, qu'elle n'a pas reconnu d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Donc, Giuseppe Montesano, c'est un collègue avec qui elle a travaillé à l'hôpital psychiatrique. Et donc, ils ont vécu une histoire d'amour folle. Maria donc est enceinte de Mario. À l'époque, une femme mariée ne pouvait pas travailler. Et donc, ça a vraiment été un déchirement pour Maria. D'autant plus qu'elle se penchait sur l'étude des enfants. Et donc, ils ont décidé de cacher. Donc, elle a caché sa grossesse. Elle a accouché. Donc, l'enfant n'a pas été reconnu à sa naissance. Elle était confiée en nourrice. Et donc, elle allait le voir à la campagne au nord de Rome, dès qu'elle en avait la possibilité. Et Mario dit qu'il se rappelle de cette belle dame qui venait le voir. Mais il ne savait pas que c'était sa mère. Est-ce que c'est pas un peu contraire tout de même avec l'image qu'on se fait de Maria Montessori, de ne pas assumer finalement d'avoir un enfant hors mariage et ensuite donc de le confier à des personnes, à des parents d'accueil? Tout à fait. En plus, à notre époque actuelle, surtout qu'on dit que Maria Montessori était quand même très libre, mais il faut croire que la société de l'époque était quand même très, très, très sévère, très fermée, et on pense que c'est sa mère à elle qui l'a encouragée en fait dans ce choix, parce qu'elle avait tellement fait de sacrifices pour arriver où elle était, pour terminer ses études de médecine, et sa mère était tellement convaincue que Maria avait une grande mission qui l'attendait. Et donc, c'est clair, c'est un sacrifice de son fils pour s'occuper on pourrait dire, de tous les enfants du monde. Parce que on peut imaginer que si elle avait gardé son fils, si elle s'était mariée, on n'aurait peut-être pas eu la méthode Montessori. Mais c'est clair que c'est un peu une contradiction et que ça fait un peu une tâche, non? Parce qu'on imagine aussi la grande souffrance qui était la sienne. On pense un peu à Rousseau aussi, qui avait des idées sur l'éducation, mais qui avait abandonné ses enfants. Charlotte Poussin. Oui, moi je pense que ça a dû être très violent. Je pense qu'il faut aussi le resituer dans un contexte où il était tout de même beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui de confier ses enfants. Et que, contrairement à certaines personnes qui abandonnaient leurs enfants, elle a continué à aller le voir, et dès qu'elle a pu, c'est-à-dire quelques jours après la mort de sa mère, dès qu'elle a été libérée de l'influence de sa propre mère, ce qui l'avait sans doute influencée, même si on n'en a pas la preuve certaine, elle est allée récupérer son fils. Et elle lui a dit à ce moment-là qu'elle était sa mère. Tout à fait.
c'est le poids d'une société qui lui interdisait d'avoir un enfant hors mariage et qui lui interdisait de travailler si elle avait un enfant. C'était une double interdiction. Et c'est vrai qu'après tous les sacrifices qu'elle avait faits et ce à quoi elle se sentait appelée, mais il y avait aussi le fait qu'elle pouvait pas le reconnaître non plus. Sans que cet homme l'autorise à le faire. Il y a aussi cette soumission, cette infériorité de la femme qu'il faut remettre en contexte, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas le reconnaître seule. Ce qu'il fallait pour que lui ait un avenir social, c'est être reconnu par un père. Et donc, le père l'a fait quelques années après la naissance. Ça a été quand même une très grande souffrance pour Maria Montessori, qui était très amoureuse de cet homme, Montesano, qui lui avait promis qu'il ne se marierait jamais. Elle avait promis qu'elle ne se marierait pas non plus. Et puis finalement, il l'a trahi parce qu'il s'est marié, lui, très rapidement après. Tout à fait. Et c'est vrai que la vie de Maria Montessori est vraiment très romanesque quand on entend ça, parce que entre le déchirement, la séparation contrainte d'un fils qu'elle aimait infiniment, et puis ensuite le chagrin d'amour, et on lui connaît pas d'autre histoire d'amour, et on sait aussi qu'elle a cessé de se nourrir pendant quelques jours et qu'elle a porté le noir quand elle a appris que Montesano se mariait avec une autre, et qu'elle n'a quitté cette parure de deuil que lorsqu'elle a vécu en Inde à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'image qu'on a de Maria Montessori est toujours celle d'une femme en noir. Et c'est c'est vraiment à la fin de sa vie qu'elle a commencé en Inde à porter du blanc et des couleurs vives, et elle-même en était surprise. Est-ce que ça faisait d'elle une femme triste, ou est-ce que malgré tout c'était quelqu'un qui était enthousiaste et qui aimait la vie ? Moi, je pense qu'elle avait des vagues à l'âme comme tout le monde, mais je pense que c'était quand même quelqu'un de joyeux, de charismatique, qui aimait la vie, qui était une bonne vivante et qui était drôle. Les témoignages de ses petits-enfants vont dans ce sens. Et qui avait embrassé aussi la cause de l'émancipation des femmes. Après la victoire de la femme, doit venir la victoire de l'enfant. C'est aussi une vraie lutte pour la libération de l'homme. Je pense aussi que cette condition de la femme d'aujourd'hui apporte une nouvelle manière de traiter les enfants, parce que c'est trop difficile de le faire pour une femme de famille. Et dans ce sens, la femme, la question de la femme et la question de l'enfant sont strictement liées. La femme est la maîtresse des enfants ou a une éducation scientifique. La mère, c'est celle qui comprend et qui cherche des collaborateurs. Alors vous voyez, il y a toute une collaboration de la famille et de la société pour sauver cette humanité qui est en si grand péril de dégénérescence, n'est-ce pas? Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Qu'est-ce qu'on peut dire, Martine Gilsoul, du féminisme de Maria Montessori? De quel type de féminisme parle-t-on? Je pense elle faisait vraiment partie du courant de ce qu'on a appelé le féminisme pratique. Donc, elle ne se contentait pas de prononcer des belles conférences. Elle a quand même représenté l'Italie à 2 congrès internationaux de femmes, ce qui à l'époque était important. Et on parle de la belle jeune italienne féministe et qui parlait si bien. Donc, elle avait vraiment des talents oratoires qu'elle a mis au service des délaissés, des femmes ou des enfants. Et Maria Montessori parlait vraiment au nom de toutes les femmes. Donc elle n'hésite pas à défendre les prostituées, à défendre les mères célibataires, les jeunes étudiantes qui viennent à Rome, qui sont seules. Elle prend vraiment leur défense. Elle se bat. Donc pour elle, c'est vraiment important que les femmes puissent s'émanciper, et elle voit dans les études la voie majeure d'émancipation des femmes. Et donc elle va tout faire pour améliorer aussi l'éducation, l'enseignement qui est réservé aux femmes, en particulier pour les futures enseignantes. Oui, parce que la science, c'est évidemment important pour elle, et son féminisme est un féminisme pratique et scientifique, et qui passe, on s'en doute, l'éducation est primordiale pour elle, qui passe par l'éducation. Tout à fait.
Et elle a aussi beaucoup étudié, enfin elle voulait vraiment rendre les femmes conscientes de leur rôle dans la société, de l'égalité qu'elles devaient demander par rapport aux hommes. Elle s'est beaucoup battue aussi pendant un certain temps pour réclamer le droit de vote des femmes. C'est une des premières Italiennes à avoir demandé le droit de vote, à avoir été inscrire son nom sur un registre. Et puis en fait, elle va se rendre compte progressivement, en commençant à travailler avec les enfants de San Lorenzo, qu'en fait, pour changer vraiment la société, il faut partir des enfants. Mmh. Donc elle va délaisser, on va dire, son combat féministe et se donner tout entière à l'éducation. Charlotte Poussard, en quoi la méthode Montessori peut-elle être qualifiée d'émancipatrice pour les femmes, selon vous? Si elle peut l'être. Je pense que le féminisme de Maria Montessori était toujours conscient du fait quand même que la femme ne doit pas renoncer à son rôle, si je peux utiliser ce mot-là, son rôle de mère. Et je pense qu'elle souhaitait que les femmes, même féministes, s'épanouissent aussi dans leur maternité. Et que la maternité raisonnée, en conscience, était certainement bénéfique à l'enfant et à la femme. Et le père, dans tout ça, on ne lui demande pas d'assurer l'éducation des enfants ? Si, c'est pas du tout, l'idée n'était pas d'exclure l'homme de ce... Pas d'exclure, mais enfin justement de prendre la relève un petit peu des femmes dans l'éducation des enfants. Je pense que ce qu'elle voulait, et d'ailleurs l'extrait que vous avez trouvé en parle, c'est ce qu'elle voulait sauver, c'était la famille. Donc il ne s'agissait pas du tout d'exclure le père de l'éducation. Et il s'agissait aussi de créer un lien entre l'école et la famille. Ça, c'est quelque chose sur lequel elle a énormément insisté. Elle-même, même une fois qu'elle est devenue pédagogue, a continué à toujours s'adresser aux parents, qu'elle considérait comme les premiers éducateurs des enfants. Et donc, je pense que, pour répondre à votre question, je pense qu'elle considérait effectivement que l'éducation d'un enfant épanoui est beaucoup plus satisfaisante pour l'ensemble de la famille, puisque ce sera bien sûr pour l'ensemble de la société, mais déjà au sein de la famille est beaucoup plus agréable lorsque les relations sont apaisées, paisibles, et que les parents cherchent à comprendre l'enfant qu'ils ont devant eux comme un être à part entière, et donc cherchant à moins le frustrer, ont eux-mêmes une relation beaucoup moins frustrante avec leur enfant. Oui, parce qu'en fait, la méthode Montessori, c'est peut-être tout simplement un rapport au monde, et que donc ça englobe aussi la place de la femme dans le monde. Oui, de la femme et de l'enfant et du jeune, de l'adolescent. Voilà, elle a vraiment eu une vision de toutes les étapes de la vie, et elle considérait qu'il était nécessaire de proposer un cadre adapté à chacun des âges de la vie. Donc il était nécessaire que la mère, mais aussi le père bien sûr, mais que la famille ait une connaissance du développement psychologique de l'enfant et adapte l'environnement domestique aux besoins de l'enfant en fonction de ses étapes de développement. Et que donc l'enfant soit émancipé à chacun de ces stades, à chacune de ces étapes. Parce qu'elle considérait vraiment que à l'aube de chacune de ces transformations, l'enfant était un nouvel être. Enfin, à l'aube, oui. C'était vraiment comme des métamorphoses. Elle comparait vraiment ça à la métamorphose de la chenille et du papillon. Martine Gilsoul, il y a un rapport sociétal de Maria Montessori, dont la méthode finalement vise un peu à changer la société. Et ça, c'est un petit peu de l'anthropologie. Elle a enseigné d'ailleurs, je crois, l'anthropologie au début de sa trentaine. C'est ça, Martine Gilsoul ? Oui, tout à fait. Et elle a vraiment été, avec son professeur Sergi, c'est vraiment elle qui a lancé, on va dire, l'école d'anthropologie pédagogique. Elle a compris que l'anthropologie pouvait vraiment être une branche qui aidait à mieux comprendre l'enfant. Alors au début, elle se contentait, comme ses collaborateurs, de mesurer. Donc on mesurait le crâne de l'enfant, on mesurait les différents membres de l'enfant pour voir si le développement était satisfaisant, était dans la norme. Et puis, progressivement, elle va se rendre compte que ça ne suffit pas et qu'il faut que la pédagogie, l'éducation doit transformer les enfants. Et donc, c'est clair qu'elle restera toujours une anthropologue, mais elle va, disons, utiliser différemment l'anthropologie au fil des ans pour créer sa méthode. Et moi, je pense que la plus belle chose que Maria Montessori nous a laissée, c'est un regard différent sur l'enfant.
Et puis aussi sur l'hygiène, sur la sexualité féminine aussi. Elle parlait de ça dans ses cours et ça c'était important pour imaginer cette nouvelle méthode qu'elle allait mettre en place. Tout à fait, c'était une spécialiste reconnue de l'hygiène parce qu'elle se rendait compte que, il faut s'imaginer, il y a plus d'un siècle, Rome versait vraiment dans des conditions terribles. Il y avait beaucoup, les populations qui venaient des campagnes vivaient dans des quartiers qui n'avaient pas été terminés. Donc il n'y avait pas d'égout, et donc elle se rend compte que l'hygiène, tant physique que psychique, est vraiment la base. Et donc elle donnera beaucoup de cours d'hygiène, même aux mères, aux institutrices. Et puis oui, c'est une des premières qui va oser parler de la sexualité des femmes lors du premier congrès national des femmes en 1908. Et elle dira simplement que les femmes doivent être respectées, qu'elles ont leur propre dignité, qu'elles ne doivent pas être là seulement pour le plaisir des hommes. Et ça va faire beaucoup de bruit parce qu'on reproche à Maria Montessori d'avoir osé parler de sexualité en public en utilisant des termes crus. Mais pour elle, c'était la manière de servir l'émancipation des femmes. Et puis elle préconisait d'instaurer des cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Est-ce que ça fait partie de la méthode Montessori pour les élèves les plus âgés, Charlotte Poussin ? Non, je ne crois pas que ça a été mis en pratique, cette préconisation, mais c'est vrai qu'elle l'a faite. Ce qui est arrivé restera toujours un mystère pour moi. J'ai essayé depuis de comprendre ce qui s'est passé chez ces enfants. Il n'y avait rien de ce qu'on trouve maintenant dans les maisons des enfants. Il y avait seulement de grandes tables de bois brut. Je leur ai apporté quelques-uns des matériels qui avaient servi pour notre travail en psychologie expérimentale, ce que nous utilisons aujourd'hui comme matériel sensoriel. Et je voulais seulement étudier les réactions des enfants. J'ai demandé à la femme qui en était chargée de n'interférer en aucune façon, sinon je ne pourrais pas les observer. Personne ne les aimait. Moi-même, je n'allais les voir qu'une fois par semaine. Extrait d'un texte théorique de Maria Montessori lu par Aurélia Petit, où elle évoque du coup ce quartier de la périphérie de Rome dans lequel Montessori a ouvert la première maison des enfants. Elle parle un petit peu de cette maison des enfants. Martine Gilsoul, comment se fait l'invention de cette première maison des enfants ? Pourquoi choisit-elle ce quartier ? Et au fond, c'est là tout le début de la mise en pratique des méthodes Montessori qui est en train de se mettre en place. Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu le fruit du hasard. Donc, nous sommes à San Lorenzo, qui est juste derrière Termini, donc qui est vraiment à la périphérie, et qui est un quartier où on dit que qui est coincé entre la gare et le cimetière, qui est dans des conditions, les conditions d'hygiène sont déplorables. Et à cause d'une crise immobilière, les immeubles n'avaient pas été terminés. Et donc, on se rend compte que ce n'est pas possible qu'un quartier où les conditions de vie sont tellement répugnantes, soit si proche du centre de Rome. Et donc une société immobilière décide de rénover le quartier. Le problème, c'est que les enfants sont livrés eux-mêmes toute la journée et donc ils risquaient de détériorer en fait les bâtiments. Et donc on décide de regrouper ces enfants dans un appartement. Et l'ingénieur Talamo, le responsable de ce projet, avait entendu parler de Maria Montessori, qui était à l'époque spécialiste de l'hygiène, et donc il lui propose de s'occuper de ses enfants. Et pour Maria Montessori, c'est un peu le fruit du hasard, parce qu'elle voulait donc continuer avec des enfants normaux, entre guillemets, ce qu'elle avait commencé avec les enfants qu'on appelait à l'époque les déficients, mais elle pensait travailler avec des enfants plus grands. Et en fait, à San Lorenzo, on lui propose de travailler avec des enfants qui ont entre 3 et 7 ans. C'est une chance peut-être finalement. Tout à fait, c'est une chance. Et en fait, elle dit, mais moi, je ne voulais pas créer une nouvelle méthode, comme on a entendu dans l'extrait. Et elle considère vraiment cette expérience comme un laboratoire. Donc, elle apporte un peu de matériel et elle veut voir comment les enfants vont réagir. Oui. Et progressivement, ils vont se transformer. Est-ce que le fait que ce soit un quartier pauvre a changé quelque chose à l'élaboration de cette méthode ? Alors on peut imaginer que peut-être la transformation a été plus radicale parce qu'elle disait que donc les conditions d'hygiène étaient déplorables, c'était des enfants, les parents étaient analphabètes, donc il y avait vraiment énormément de travail à faire. Et après 3 ou 4 mois,
les parents, devant la transformation des enfants, ont demandé à Maria Montessori de leur apprendre aussi à lire et écrire, parce qu'eux-mêmes étaient analphabètes, ils n'auraient pas pu le faire. Et Maria Montessori dit, au début, elle ne pensait pas le faire, parce qu'elle disait qu'ils étaient trop petits. Et puis devant l'insistance des parents, elle s'est dit, on n'a rien à perdre en fait. Et elle a commencé à leur proposer simplement des lettres sur le carton. Donc on part toujours des sens pour arriver à la connaissance. Et elle a vu que en fait, les enfants, de manière très naturelle, qui plus ou moins rapidement, ont commencé ils reconnaissaient les lettres, ils ont commencé d'abord à écrire et puis peu de temps après à lire. Ce qui a emmené les parents aussi après à apprendre eux-mêmes à lire et à écrire. Donc ça a été une transformation vraiment radicale. Charlotte Poussin, est-ce que la classe sociale joue dans l'appréhension de la méthode Montessori ? A priori non. Aujourd'hui, on constate que dans tous les milieux, dans tous les quartiers, c'est une approche qui est bénéfique pour tout le monde. Mais il est certain que le fait que ce soit des enfants qui avaient très peu de jouets, très peu de stimulation à la maison, les a rendus encore plus réceptifs sans doute au matériel qu'elle leur proposait. Il faut préciser aussi tout de même que ce matériel, elle l'avait emprunté à Itard et Séguin, des médecins pédagogues français qui avaient élaboré ce matériel, même si elle l'a modifié, transformé jusqu'à encore aujourd'hui. On continue. Alors, c'est votre métier aujourd'hui de fabriquer du matériel pour les écoles Montessori, enfin de les inventer. Oui, enfin plutôt en l'occurrence moi aujourd'hui du matériel pédagogique à destination des familles plus que pour les écoles, parce que le matériel pédagogique dans les écoles il existe déjà. Il existe déjà. Et donc, ce matériel, elle l'avait vraiment emprunté à des médecins qui avaient une démarche très portée sur les sens. Et c'est un matériel qui a beaucoup de qualité, notamment celui d'isoler toutes les difficultés, qui est présenté dans un ordre précis. Et il est certain que ces enfants étaient encore plus avides. Aujourd'hui, pour rejoindre les enfants dans les écoles Montessori, je pense que les éducateurs doivent faire preuve d'encore plus de pouvoir de séduction, parce que les enfants ont tellement de jouets, ont une telle surstimulation ils vont moins naturellement vers les objets. Ça veut dire quoi, isoler les difficultés ? C'est-à-dire que chaque pièce de matériel Montessori permet d'acquérir une connaissance qui va être le prérequis de la connaissance suivante. Donc c'est vraiment une succession d'étapes et on propose aux enfants de voir tout le matériel dans un ordre. Ils prennent ce qui correspond à leur état d'avancement. Exactement. Et ce qui est formidable, c'est que comme il est disposé dans le sens de l'utilisation sur l'étagère, et l'enfant et l'éducateur savent exactement où l'enfant en est dans sa séquence d'apprentissage. Dans sa première école de San Lorenzo, elle donnait du matériel aux enfants pour qu'ils s'en servent, qu'ils travaillent ou qu'ils jouent, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Et puis un jour, la maîtresse, la personne chargée de les surveiller, est arrivée en retard. Elle est arrivée en retard et les enfants sont allés chez la concierge demander la clé du placard. Spontanément. La concierge leur a donné la clé, ils ont ouvert le placard et quand la maîtresse est arrivée, ils étaient tous en train de travailler avec un matériel, ceci ou cela. Et quand Maria Montessori a vu ça, elle a dit à la maîtresse, mais écoutez, laissez-les choisir. Laissez-les choisir ce qu'ils désirent faire, ce dont ils ont besoin à un moment précis. Et de ce jour-là est entrée la liberté de choix dans toutes les écoles Montessori. Sans oser le demander sur France Culture. Donc l'expérience San Lorenzo, c'est 1907 et ensuite la mission Martine Gilsoul, elle va se poursuivre d'abord à Milan en 1908 et puis encore à Rome avec le projet de Via Giusti dans le cloître du couvent des franciscaines missionnaires de Marie. Donc ça fonctionne, on sait que ça fonctionne et c'est assez rapide le développement de ces différentes écoles Montessori. Oui, tout à fait. Et la particularité de Via Giusti, c'est que là sont accueillis des petits orphelins du tremblement de terre de Messine. Et donc ce sont des enfants qui sont vraiment traumatisés. Et donc Maria Montessori se dit, mais on ne peut pas procéder de la même manière qu'à San Lorenzo. Il faut d'abord qu'on recrée pour eux un milieu où ils se sentent chez eux en famille. Et donc Via Giusti, c'est vraiment là qu'elle va comprendre que l'environnement qu'on prépare pour les enfants doit être
adapté donc à leurs besoins, mais il faut aussi vraiment le soigner. Donc beaucoup de fleurs, de cadres qu'on met à la hauteur des enfants. Et comme ça, petit à petit, les enfants sont devenus plus sereins et ils ont pu alors commencer leur apprentissage. Et en fait, ça va faire boule de neige parce que les résultats sont tellement incroyables que les journaux commencent à en parler, des visiteurs arrivent du monde entier. Et Maria Montessori se trouve un peu, on va dire, désarçonnée, parce que pour elle, c'est seulement le début d'une recherche, et tous ces visiteurs viennent et ils veulent une technique. Donc elle se rend compte qu'elle court le risque de ne pas être comprise. Et donc elle va commencer à organiser, donc elle va écrire son premier livre, qui est en français La pédagogie scientifique, qui va connaître un succès incroyable. Qui va être traduit tout de suite aux États-Unis où on vend 5000 exemplaires en quelques jours. C'est ça, oui, tout à fait. Et elle va organiser donc les cours où elle va, le premier aura lieu en 1909, grâce à ses amis Franchetti. Elle va donc rassembler une soixantaine d'enseignantes italiennes où pendant 1 mois, elle va les former à sa méthode. Mais elle se rend compte en fait qu'il faut du temps. Et elle avait très peu de personnes, de collaboratrices, on va dire, fidèles. Donc au début, elle n'était que 3. Donc le problème, c'est quand on ouvre une école à Milan, il faut qu'elle prenne une institutrice, une directrice, comme elle les appelait, de Rome. Parce qu'elle se rend compte que la formation est vraiment un défi et que ce n'est pas facile, que toutes les maîtresses qui se présentent ne sont pas, on va dire, n'ont pas ça, c'est comme une mission, enfin qu'elles n'ont pas ça en elles. Et donc elle va se rendre compte qu'il y a vraiment le danger que ces idées lui échappent, parce qu'il y a surtout des Américains, des hommes d'affaires qui veulent tout de suite construire le matériel, organiser des cours. Est-ce que certains le font dans une visée lucrative ? Est-ce qu'il y a un détournement un petit peu de ces idées à ce moment-là ? C'est ce qui s'est passé en fait aux États-Unis, oui. Et donc c'est pour ça que finalement elle va se décider en 1913 à faire une première tournée aux États-Unis, parce qu'elle se rend compte qu'on parle beaucoup de la méthode, mais qu'elle n'est pas toujours bien comprise. Elle avait déjà eu beaucoup d'étudiantes américaines, donc il y avait quand même déjà pas mal de personnes capables, bien formées sur le terrain. Cette tournée, c'est un triomphe aux États-Unis. Tout à fait, c'est 3 semaines et les journaux en parlent, ils donnent le programme, sa manière d'être habillée. Donc c'était vraiment une star. On en parlait comme la femme la plus intéressante d'Europe. Et en fait, elle se rend compte là qu'il faut qu'elle fasse vraiment attention à protéger ses idées. Parce que oui, donc comme on l'a dit, il y a des hommes d'affaires qui voulaient faire de l'argent, qui ont compris qu'il y avait vraiment un potentiel avec le matériel, avec les livres et tout. Et donc ça va toujours être un dilemme en fait pour Maria Montessori, parce qu'il faut donc elle se rend compte qu'elle doit creuser encore ses idées, qu'elle doit améliorer la proposition qu'elle fait pour les enfants, pour les enfants plus grands aussi. Et puis en même temps, il y a la diffusion. Et donc ça va toujours être un peu, je pense, le défi de toute sa vie en fait. Oui. Charlotte Poussin. D'autant plus qu'elle a toujours été dans une certaine précarité financière et qu'elle avait tout de même besoin de ses supports, de ses soutiens. Donc elle était toujours sur une corde raide en fait, ayant besoin de ses soutiens et se sentant plusieurs fois trahie par des personnes à qui elle avait fait confiance. Et en fait, je pense que on souligne énormément et on a tendance à toujours mettre en lumière le matériel Montessori, ainsi que l'environnement Montessori, c'est-à-dire l'aménagement de l'espace, parce qu'effectivement, il est frappant quand on rentre dans une école Montessori de voir à quel point il est soigné, épuré, esthétique, attirant. Ça, c'est important aussi. C'est très, très important. Donc, les enfants sont sensibles à l'esthétique, à l'architecture, au design d'un lieu. Les enfants sont sensibles au beau. Et l'idée de Maria Montessori, c'était de leur proposer de vraies œuvres d'art, la beauté de la nature, et non pas un facsimilé d'œuvres d'art pour enfants. À destination d'apprentissage seulement. Exactement. Donc l'idée, c'était vraiment de les exposer au beau, de les élever. Et donc voilà, ça, ce sont 2 piliers très importants, le matériel et l'environnement, qui, en plus d'être esthétique, doit aussi être adapté à la force, à la taille, aux besoins de l'enfant et répondre à toutes ces périodes sensibles, à savoir son besoin d'ordre, qui lui permet de développer un sentiment de sécurité intérieure parce qu'il sait où trouver les objets. Il n'a pas besoin de l'adulte pour avoir accès aux choses. Ce besoin d'ordre, ce besoin de langage, ce besoin de développement sensoriel, ce besoin de relation aussi. Donc c'est un environnement dans lequel il a le droit de parler, de se lever, de se déplacer. Donc on est vraiment loin de l'école traditionnelle avec ses pupitres et ses bancs fixés au sol. Et donc dans cet environnement, l'enfant s'épanouit
en grande partie et surtout grâce au troisième pilier de l'éducation montessorienne, donc matériel, environnement, et le troisième pilier qui est le seul qui soit vraiment essentiel, si on ne devait en garder qu'un, c'est celui de la posture de l'éducateur. Et c'est celui qui n'était pas compris sans doute par les personnes qui essayaient de récupérer donc la manière dont l'éducateur interagit avec les enfants. À savoir un éducateur qui avant tout descend de son pupitre ou descend de son piédestal et descend de son statut d'adulte dominant. Est-ce que toutes les écoles Montessori du coup sont les mêmes? Parce que on sent bien que c'est une méthode qui a été ouverte finalement à beaucoup de gens et elle est peut-être réinterprétée comme ça en fonction des lieux. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus peut-être? Oui, je pense que la question est d'actualité et l'a toujours été. C'est-à-dire que Maria Montessori elle-même constatait qu'il y avait des écoles qui utilisaient son nom, mais c'est pas uniquement le cas d'écoles. Il y avait même des mouvements montessoriens qui utilisaient son nom et qui n'étaient pas tout à fait fidèle à sa démarche à elle, qui était une démarche de suivre l'enfant et non pas d'appliquer une méthode, une recette, de dérouler un programme, mais vraiment de toujours considérer tel enfant, tel jour, à cet instant T, et de voir en fonction de ses besoins, là où lui nous disait qu'il avait besoin d'être accompagné. Hier, j'ai visité la petite classe que dirige à notre œuvre Madame Bougny-Reclus. Elle enseignait, lorsque nous sommes entrés, la géographie à 10 enfants de 8 à 10 ans, garçons et filles. Tous studieux, de bonne humeur et bien portants. Dans la salle voisine, la classe des petits, où nous nous sommes attardés. 2 institutrices soumettent ces mioches à la méthode Montessori, qui du moins a cet avantage de les faire tenir tranquilles. Avant de commencer le cours, on les a fait mettre en cercle, puis s'agenouiller devant un petit bahut de bois blanc que surmontait une photographie de la Vierge et du Bambino d'après Botticelli. En chœur, sous la dictée des institutrices, ils ont psalmodié une espèce de prière et envoyé force baisers vers l'image. Tout cela bien fort, afin que cette mécréante de Madame Bougny-Reclus n'en perde rien. Cette lecture par Roger Bray d'un extrait du journal de Gide de l'année 1915. On voit que la méthode donc fait des émules un peu partout, en France, aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Chine, au Japon et puis en Espagne aussi, Martine Gilsoul. Alors l'Espagne est un pays très important pour Maria Montessori parce qu'elle va s'y installer. Oui, en fait, dès 1915, elle se rend compte qu'en Italie, une loi a été promulguée en fait qui interdit qu'on apprenne à lire et à écrire à l'école maternelle, ce qui est le cas des écoles Montessori. Donc elle se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'avenir pour le moment en Italie. Pourquoi faire cette interdiction? Alors on pense, Maria Montessori était une femme qui n'était pas appréciée par tout le monde. Et donc ça visait clairement la méthode Montessori et ça voulait favoriser la méthode Froebel qui était très répandue à l'époque et la méthode de 2 sœurs du nord de l'Italie, les sœurs Agazzi, qui s'occupaient plus de laisser les enfants jouer dans la nature. Il y avait pas on reprochait à Maria Montessori de vouloir trop anticiper les apprentissages. Donc c'est clair que c'est un arrêté royal qui vise directement Maria Montessori. En tous les cas, elle se sent directement visée. Et donc elle s'installe en Espagne parce que là, il y a une demande du gouvernement de la Catalogne d'organiser un cours et d'ouvrir une maison pour les enfants. Elle s'installe avec son fils. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que son fils, qui lui-même s'est marié à des enfants, va être son principal collaborateur pendant des années. Oui, donc dès qu'en fait... Mario l'a accompagné lors de son 2e voyage aux États-Unis. Et là, il a rencontré celle qui est devenue sa femme, qui était aussi une étudiante de Maria Montessori. Et donc, 1 an après leur mariage, ils rejoignent Maria Montessori. Et donc, ils vont toujours vivre avec elle. Parce que les petits-enfants insistaient bien pour dire c'est nous qui vivons avec notre grand-mère. Ce n'est pas notre grand-mère qui vit avec nous. C'était vraiment le centre de leur vie. Et Mario, dès les années 23-24, va toujours s'occuper de la méthode Montessori. Il sera à la fois le secrétaire, l'organisateur du travail de sa maman. Alors, il Martine... était polyglotte, ce que Maria Montessori n'était pas. Donc il aidait beaucoup sa maman aussi quand elle devait se rendre à l'étranger. Ce qu'elle a beaucoup fait. Martine Gilsoul, elle n'a pas un peu joué avec le feu quand même avec Mussolini pendant plusieurs années parce que on a l'impression qu'il y a eu comme une sorte d'entendement bien compris entre le dictateur italien et elle. Pouvez-vous nous raconter un peu cela ? Alors, donc, comme on l'a dit, en 1915, cet arrêté royal ferme la porte, on va dire, à la méthode Montessori.
En 1922, la marche sur Rome, les fascistes arrivent au pouvoir. Et Maria Montessori, donc on se rend compte que l'école doit être rénovée. Et Gentile, qui était le philosophe du régime fasciste, promulgue vraiment une loi qui insiste sur l'école maternelle et sur l'éducation morale des enfants. Et donc c'est le signe pour Maria Montessori que c'est peut-être le moment est peut-être venu de réinstaurer un peu sa méthode dans sa patrie. Elle connaît un succès incroyable partout dans le monde, sauf dans son pays natal, ce qui pour elle est très dommage. Donc elle va essayer. Est-ce que c'est un pacte avec le diable ? Alors c'est clair qu'elle a joué avec le feu et elle a perdu. Et c'est clair que Mussolini a beaucoup plus gagné en fait parce qu'il s'est rendu compte que Maria Montessori était connue mondialement et que ça pouvait donc aider à à donner une bonne image de son régime. Et puis il croyait vraiment, il avait vu la méthode Montessori à l'œuvre et il se rendait compte que ça pouvait vraiment aider au progrès de l'Italie. Et Maria Montessori, est-ce qu'elle a fermé les yeux ? Elle a sans doute voulu favoriser le développement de sa méthode Charlotte de ses Poussin. écoles. Oui, je pense qu'elle était très frustrée de ne pas être prophète en son pays et elle voulait que les enfants italiens bénéficient de sa méthode qui avait du succès dans le monde entier. Et donc, elle a effectivement fait une erreur pensant qu'elle pourrait utiliser Mussolini sans qu'il ne l'exploite et lui avait la même idée, mais c'est vrai qu'il était plus fort. Ils se sont brouillés quand même. Ils se sont brouillés, bien sûr, mais elle a tout de même eu à un moment la carte du parti. C'est lui qui a été président de l'association, enfin du bureau Montessori en Italie, etc. Donc elle sait, alors qu'elle était extrêmement pacifiste, apolitique et sans doute fondamentalement opposée à tous les principes du fascisme, elle a renoncé à ouvrir, à s'élever contre lui pour les enfants d'Italie. Mais elle a perdu. Oui. Martine Gilsoul, est-ce que cela joue dans le fait qu'elle va partir en Inde et y passer beaucoup d'années, se différant avec finalement sa patrie à travers aussi Mussolini ? Donc en 1933, elle quitte définitivement l'Italie parce qu'elle se rend compte que le fascisme lui rend la vie impossible. En fait, ils étaient suivis par l'OVRA, qui était le service secret du fascisme. Et donc, on leur mettait vraiment des bâtons dans les roues. Donc, elle s'installe en Espagne. Pas de chance, en 1936, la guerre civile commence. Elle trouve refuge aux Pays-Bas. Et là, elle reçoit une invitation. Donc, ça faisait longtemps que qu'elle avait des invitations à se rendre en Inde. Et en 1939, elle accepte de se rendre en Inde pour 6 mois. Au départ. Au départ, voilà, pour 6 mois, avec son fils Mario. Donc, le pacte, c'était un cours de 3 mois était organisé pour les enseignants. Et puis, le reste du temps, elle voulait observer les enfants pour se rendre compte si sa méthode, ses idées pédagogiques étaient aussi adaptées aux enfants indiens. Et puis malheureusement, la guerre éclate et donc elle ne rentrera en Europe qu'en 1946 pour repartir encore de 1947 à 1949 en Inde. Et en fait, elle parle de la période indienne comme d'une parenthèse heureuse dans sa vie parce qu'elle dit qu'elle s'est sentie pleinement comprise par les Indiens. Oui, aussi peut-être parce qu'il y a un rapport à la spiritualité chez Maria Montessori qui peut peut-être correspondre au rapport indien, justement à la spiritualité, Martine Gilsoul. Oui, tout à fait. Maria Montessori, après des débuts positivistes dus à ses études de médecine, a toujours nourri une vie spirituelle assez développée. Donc, au début, elle s'est inscrite à la société de théosophie. Et puis, on sait qu'elle a fréquenté de différentes maisons de sœurs où elle allait souvent se ressourcer. Donc, c'était une femme profondément spirituelle. Et à partir des années 30, il y a un peu un changement. Sa pensée s'approfondit et elle va vraiment se nourrir de la richesse de la pensée orientale pour approfondir en fait sa vision de l'enfant, de l'éducation. Et c'est là aussi qu'elle va approfondir ce qu'on appelle l'éducation cosmique, donc la manière de présenter le monde aux enfants plus grands, aux enfants qui fréquentent l'école primaire. Et inversement, le poète Tagore, par exemple, ou Gandhi, ont parrainé le cours Montessori, preuve que l'Inde s'est aussi beaucoup abreuvée à la source Montessori. Est-ce qu'elle a été donc une révolutionnaire, Martine Gilsoul? Selon vous, elle a vraiment changé le monde?
Alors je pense qu'elle nous a donné en héritage le moyen de changer le monde, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de... Enfin, il y a un livre, le livre qui en français s'appelle L'enfant, en italien il s'appelle Le secret de l'enfant. Et moi je pense qu'elle nous a donné le moyen de nous approcher du secret de l'enfant, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, et parce qu'on réduit trop souvent sa pensée à la méthode Montessori. Ben voilà un excellent mot de la fin. C'est une philosophie de vie. Merci beaucoup Martine Gilsoul, merci à vous aussi Charlotte.